J'ai acheté ma propre maison après que tous m'aient trahi. Maintenant mon frère, mon ex-mari et mes parents sont furieux que j'ai refusé de les laisser revenir dans ma vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti! Le téléphone vibre sur la table en chaîne massive que j'ai passé 3 semaines à restaurer. Je ne regarde pas l'écran. Je n'en ai pas besoin. Je sais que c'est ma mère. C'est le 3e appel en moins d'1 heure. Dehors, le soleil de fin d'après-midi filtre à travers les grandes baies vitrées de mon salon, baignant la pièce d'une lumière dorée et paisible. Je suis assise dans un fauteuil bergère que j'ai sauvé d'une décharge, son velours bleu canard maintenant doux et accueillant sous mes doigts. Une tasse de thé fumante est posée à côté de moi, son parfum de bergamote se mêlant à l'odeur subtile de la cire d'abeille et du bois ancien qui imprègne ma maison. Ma forteresse. Mon sanctuaire. La vibration s'arrête, puis reprend, insistante. Un message. Puis un autre. Je soupire, non pas de colère, mais d'une infinie lassitude. Avec une lenteur délibérée, je prends le téléphone. L'écran s'allume sur une photo de moi et de mon frère, Léandre, quand nous étions enfants. Un piège. Un rappel sentimental conçu pour me faire culpabiliser. Je l'ignore et ouvre les messages. Soline, répond. C'est important. Ton frère a besoin de toi. Le suivant est plus direct. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi égoïste. Tu vis seul dans cette immense maison pendant que ton propre sang est à la rue. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Je pourrais lui répondre. Je pourrais lui rappeler que cette immense maison est le fruit de 2 ans de travail acharné, de nuits blanches passées à poncer, vernir et assembler, de journées de 12 heures où mes mains saignaient à force de manipuler les outils. Je pourrais lui demander où elle était, elle, quand je dormais sur un matelas posé à même le sol dans un studio humide de 15 mètres carrés, après que mon mari, Stéphane, m'ait laissé sans un sou. Mais à quoi bon? Le dialogue est rompu depuis longtemps. Je compose son numéro. Elle décroche à la première sonnerie, comme si elle attendait, le doigt sur le bouton. Enfin! Commence-t-elle, la voix stridente. Je commençais à m'inquiéter. Maman, je la coupe, ma voix calme, posée. Je ne vais pas le répéter une seconde fois. La réponse est non. Un silence choqué à l'autre bout du fil. Puis, le barrage de reproches commence. Égoïste. Cœur de pierre. Ingrate. J'écoute sans vraiment entendre, mon regard se perdant sur les poutres apparentes du plafond. J'ai acheté cette maison pour ce silence. Pour cette paix. Et je ne laisserai personne, pas même ma propre mère, la profaner. Je dois te laisser, dis-je poliment. J'ai du travail. Je raccroche avant qu'elle ne puisse protester. Je pose le téléphone, face contre la table. Je touche le bois frais et solide du mur en pierre de taille à côté de moi. Il ne me trahira pas, lui. Il sera là demain, et le jour d'après. C'est plus que ce que je peux dire de ma famille. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas une plainte. C'est un acte de construction. L'histoire de comment j'ai bâti cette forteresse, pierre par pierre, sur les ruines de ma vie d'avant. Il y a 2 ans, ma vie était un balai incessant de gestes précis et d'odeurs familières. La térébenthine, la sciure de bois, la colle chaude. Mon atelier, un petit garage que je louais en périphérie de la ville, était mon royaume. Un chaos organisé de serre-joints, de ciseaux à bois, de pots de vernis et de carcasses de meubles attendant une seconde vie. J'étais restauratrice de meubles anciens. Un métier de patience, un dialogue silencieux avec le passé. Chaque jour, je m'immergeais dans ce monde, mes mains calleuses lisant les histoires gravées dans le grain d'une commode Louis XV ou la courbe d'un pied de fauteuil empire. Un soir, je travaillais sur un secrétaire du XVIIIe siècle, une pièce magnifique mais dont un tiroir secret refusait de s'ouvrir depuis des décennies. J'y passais des heures, avec des outils fins, presque chirurgicaux. Je murmurais aux meubles, comme je le faisais souvent. Allez, ne sois pas timide. Raconte-moi ce que tu caches. C'était ma façon de me concentrer,
ma thérapie. Le bois était honnête. Il ne mentait jamais. Si une pièce était cassée, elle était cassée. Il fallait la soigner, la consolider, la respecter. La porte de l'atelier s'est ouverte dans un grincement. C'était Stéphane, mon mari. Grand, charismatique, toujours impeccablement habillé, même pour venir dans mon antre poussiéreux. Il avait ce sourire qui, autrefois, faisait chavirer mon cœur, mais qui, depuis quelque temps, me semblait n'être qu'un masque. Toujours en train de jouer avec tes vieilleries, lança-t-il d'un ton faussement enjoué. Je n'ai pas relevé. La connexion Internet à la maison est encore tombée. J'avais une réunion importante. Il soupira bruyamment, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Je ne peux pas travailler dans ces conditions, Soline. Comment veux-tu que je lève des fonds pour notre avenir si je suis constamment interrompu? Notre avenir. C'était le mot qu'il utilisait toujours. Pourtant, cet avenir semblait reposer entièrement sur mes épaules. C'est moi qui payais le loyer de notre appartement, les factures, la nourriture. C'est mon travail, ce jeu avec les vieilleries, qui finançait ces costumes coûteux, ces déjeuners d'affaires et ces abonnements à des logiciels de business dont je n'avais jamais vu le moindre résultat. Ces projets étaient des concepts vagues, des noms anglais compliqués comme Synergy Flow, Quantum Leap Venture. Du vent. Du bruit. Pendant que lui parlait de millions d'euros virtuels, moi, je rendais concrètement leur beauté à des objets que les gens aimaient. J'ai bientôt fini, dis-je, sans lever les yeux de mon tiroir. Tu veux que je rapporte quelque chose pour dîner? Ne t'inquiète pas pour ça, dit-il en s'approchant. Il posa sa main sur mon épaule, mais son contact me parut froid, distant. Concentre-toi sur tes passions. C'est moi qui gère les choses sérieuses. Il se pencha pour m'embrasser sur le front, mais son regard était déjà ailleurs, fixé sur son smartphone. Il est reparti comme il était venu, laissant derrière lui une bouffée de son eau de Cologne hors de prix qui jurait avec l'odeur honnête de mon atelier. Ce soir-là, alors que je rentrais, épuisée mais satisfaite d'avoir enfin ouvert ce tiroir secret, il contenait une vieille lettre d'amour datant de 1789, je l'ai trouvé affalé sur le canapé, au téléphone. Il parlait fort, riait, employait des termes que je ne comprenais pas. En me voyant, il a baissé la voix et a rapidement conclu. C'était un investisseur potentiel, a-t-il annoncé fièrement. Ça sent très bon. On va bientôt pouvoir quitter ce quartier minable. J'ai hoché la tête, un nœud dans l'estomac. Je savais, au fond de moi, que quelque chose ne tournait pas rond. Ma vie était tangible, faite de matière, d'efforts et de résultats visibles. La sienne était une abstraction, une promesse en l'air. J'étais l'artisan, il était le rêveur. Et je commençais à comprendre que ces rêves étaient en train de devenir mon cauchemar. Le dimanche, c'était le dîner chez mes parents. Un rituel immuable. Une grande table, le rôti de ma mère, et la place d'honneur toujours réservée à Léandre, mon petit frère. À 29 ans, il était le soleil autour duquel tournait l'univers parental. Il travaillait dans le marketing, un domaine aussi flou pour moi que les startups de Stéphane, mais qui semblait impressionner mes parents au plus haut point. Ce dimanche-là, l'ambiance était particulièrement à la fête. Léandre venait d'obtenir une promotion. Il portait une nouvelle montre, une de ces pièces d'horlogerie Tapax engrave l'œil avec un cadran énorme, et il ne cessait de la faire briller sous la lumière du lustre. C'est pour célébrer mon nouveau poste de Key Account Manager, annonça-t-il en bombant le torse. Un petit plaisir. Mon père rayonnait. Un homme doit savoir se récompenser pour son dur labeur. Je suis fier de toi, mon fils. Ma mère lui resservit une part de gratin. Il faut bien ça. Avec toutes tes responsabilités. Stéphane, assis à côté de moi, leva son verre. À la réussite. Léandre, tu es un exemple. L'ambition, c'est le moteur du monde. Je me sentais comme une étrangère à ma propre table. J'attendis une accalmie, puis je me lançai, la voix un peu hésitante. D'ailleurs, en parlant de travail, j'ai terminé la restauration de la grande armoire normande pour le château de Varennes. Le conservateur était ravi. Il a dit que c'était le plus beau travail qu'il ait vu en 20 ans de carrière. Un court silence s'installa. Ma mère se tourna vers moi, un sourire forcé aux lèvres.
C'est bien, ma chérie. Mais pense à bien te laver les mains. Tous ces produits chimiques. Tu vas finir par t'abîmer la santé. Léandre ricana dans son verre de vin. L'époque du 4.0 et ma sœur passe ses journées à réparer des vieux trucs. Il y a des gens qui paient vraiment pour ça. La remarque était blessante, mais ce fut la réaction de Stéphane qui me cloua sur place. Au lieu de me défendre, il posa une main sur mon bras avec une indulgence condescendante. C'est sa passion, dit-il à l'assemblée comme s'il s'excusait pour moi. Il faut bien qu'elle s'occupe. Ça lui permet de se vider la tête. Une passion. Un passe-temps. Un hobby pour femme au foyer désœuvré. Des milliers d'heures d'apprentissage, la maîtrise de techniques ancestrales, la gestion de ma propre petite entreprise, tout cela était réduit à une simple distraction. Cette phrase, prononcée par mon propre mari, me frappa plus fort qu'une gifle. Elle transformait mon talent, ma fierté, mon gagne-pain, en une sorte de caprice, une faiblesse qu'il fallait tolérer. Je sentis le goût du rôti devenir amer dans ma bouche. Je levai les yeux et croisai le regard de mon père. Il ne dit rien. Il haussa simplement les épaules, comme pour dire « Que veux-tu que j'y fasse ?» Dans son monde, les hommes comme Stéphane et Léandre, qui parlaient d'argent et de pouvoir, étaient ceux qui comptaient. Moi, avec mes mains sales et mes odeurs de solvant, j'étais dans une autre catégorie. L'artisan, l'ouvrière. Invisible. Le reste du repas se déroula dans un brouillard. J'entendais leurs rires, leurs conversations sur la bourse, les voitures, les vacances au ski. Je n'existais plus. J'étais une pièce de mobilier, une présence silencieuse à cette table où ma valeur avait été oubliée, ou peut-être, n'avait jamais vraiment existé à leurs yeux. En partant, ma mère me glissa dans le creux de l'oreille, « Tu devrais être plus souriante, Soline. Tu as l'air si fatiguée. » Personne n'aime les femmes qui font la tête. Quelques semaines après ce dîner dominical, mon travail a connu un tournant. Une ponceuse à bande orbitale, une machine essentielle pour le dégrossissage des grandes surfaces, a rendu l'âme. C'était une vieille machine, mais fiable. La remplacer par un modèle professionnel neuf représentait un investissement conséquent, près de 1 500 €. Une somme que je n'avais pas en liquidité, la plupart de mes revenus passant directement dans le compte commun pour couvrir nos frais de vie, et les dépenses de Stéphane. J'ai d'abord essayé d'en parler à Stéphane. Il a balayé ma requête d'un revers de main. 1 500 € pour une machine ? Tu plaisantes ? Je suis sur le point de signer un contrat qui va nous rapporter 100 fois ça. On ne peut pas se permettre de petites dépenses fut-il maintenant. Sois patiente. Être patiente. J'entendais ça depuis des années. Mon travail, ma source de revenus, était une dépense futile. Désespérée, j'ai mis ma fierté de côté et j'ai appelé mes parents. J'ai expliqué la situation, non pas comme une demande d'aumône, mais comme une proposition d'avance, un prêt que je rembourserais en quelques mois. La réponse de mon père au téléphone fut immédiate et sans appel. Soline, ce n'est pas possible. Nous devons être prudents. Nous mettons de l'argent de côté pour aider Léandre. Il envisage d'acheter un appartement. C'est un investissement pour son avenir, tu comprends ? L'immobilier, c'est du solide. Puis il a ajouté la phrase qui a creusé un peu plus le fossé entre nous. L'argent, ma fille, on doit l'investir là où il peut fructifier. Ton travail, c'est bien, c'est honorable, mais ce n'est pas une entreprise de croissance. Mon travail n'était pas une entreprise de croissance. J'ai raccroché, le cœur lourd. Ce n'était pas seulement un refus d'aide financière. C'était un jugement de valeur. L'avenir de mon frère, basé sur des projections et des ambitions, valait plus que mon présent, basé sur un travail concret et un talent reconnu. Le coup de grâce est arrivé une semaine plus tard. En faisant défiler distraitement mon fil Facebook, je suis tombée sur une série de photos publiées par Léandre. Le titre de l'album était « Petite surprise pour les meilleurs parents ». Les photos montraient mes parents et lui, tout sourire, posant devant un chalet à la montagne. Il y avait des photos d'eux en terrasse d'un restaurant d'altitude, des coupes de champagne à la main, puis au bord d'une piscine chauffée avec vue sur les sommets enneigés. Un week-end de luxe dans un resort 5 étoiles. Le post était inondé de commentaires. « Quel fils formidable, vous avez de la chance.
Ma mère avait commenté, « Merci mon chéri pour ce cadeau magnifique. Nous sommes les parents les plus fiers du monde. » Je suis restée figée devant mon écran, le souffle coupé. Ils n'avaient pas 1500 € pour l'outil de travail de leur fille, mais ils avaient de l'argent pour des vacances somptueuses, un cadeau de leur fils qui, je le savais pertinemment, vivait encore largement à leur crochet. La vérité était là, cruelle et évidente. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de choix. Le choix de l'affection. Et dans ce choix, je n'étais même pas une option. J'étais une note de bas de page dans l'histoire de leur famille, une histoire dont Léandre était le seul et unique héros. Ce soir-là, j'ai compris que je ne pouvais compter sur personne. Si je voulais m'en sortir, je devrais le faire seul. Le point de rupture n'est pas arrivé avec un grand fracas, mais avec le bruissement discret d'une feuille de papier. Chaque mois, je recevais le relevé de notre carte de crédit commune. D'habitude, je le survolais, vérifiant que les paiements du loyer et des factures étaient passés, puis je le classais. Mais ce mois-ci, quelque chose m'a poussé à regarder de plus près. Stéphane était censé être en pleine phase de négociation cruciale, ce qui, selon lui, impliquait de nombreux déjeuners et dîners d'affaires. Je m'attendais donc à voir des noms de restaurants. Mais les montants étaient exorbitants. Des additions à 3 cents, 400 €. Et ce n'était pas tout. Il y avait des lignes de dépenses dans des boutiques de luxe, un hôtel spa en Normandie pour un week-end où il m'avait dit être en séminaire près de la Défense, et une série de paiements à une bijouterie en ligne. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai sorti les relevés des mois précédents. C'était le même schéma. Des sommes folles, dépensées dans des endroits où nous n'allions jamais ensemble. Il me disait qu'il mangeait un sandwich sur le pouce, mais le relevé indiquait une table dans un restaurant étoilé. Il se plaignait de devoir économiser, mais achetait des cadeaux coûteux à une personne qui n'était manifestement pas moi. La naïveté qui m'avait si longtemps servi de bouclier s'est brisée en 1000 morceaux. Je me suis sentie stupide. Aveugle. J'avais travaillé comme une forcenée, renonçant à m'acheter de nouveaux vêtements ou à prendre des vacances, croyant que nous faisions des sacrifices communs pour notre avenir. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas de « nous ». Il y avait moi, qui finançait un style de vie que je ne pouvais même pas m'offrir, et lui, qui en profitait avec quelqu'un d'autre. Le soir même, l'instinct m'a guidé. Poussé par une colère froide, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai regardé dans son téléphone pendant qu'il dormait. Je n'ai pas eu à chercher longtemps. Les réseaux sociaux étaient une mine d'or d'informations. Une jeune femme, une influenceuse avec quelques milliers d'abonnés, postait sa vie de rêve. Et sa vie de rêve était payée par ma carte de crédit. Il y avait une photo d'elle, dans le spa de cet hôtel en Normandie, portant un peignoir avec le logo que j'avais vu sur le relevé. Une autre photo montrait son poignet orné d'un bracelet fin, celui de la bijouterie en ligne. Elle posait dans des restaurants étoilés, les mêmes que ceux qui apparaissaient sur mes factures. Et le pire, une photo d'elle, au volant d'une voiture de sport décapotable, avec en légende « Meilleur week-end avec mon homme d'affaires préféré », émoticône, cœur. La voiture était une location. J'ai vérifié la date. C'était le week-end où il était censé être en séminaire. Je n'ai pas seulement vu la trahison. J'ai vu le détail de ma propre dépossession. J'ai vu les chaussures que je m'étais refusé pour économiser, portées par une autre. J'ai vu le week-end de détente dont j'aurais eu désespérément besoin, offert à une étrangère. J'ai vu la vie que j'avais sacrifiée, non pas pour un rêve commun, mais pour le mensonge d'un homme et le plaisir d'une autre. Je me suis assise dans le noir de notre salon, les relevés bancaires étalés sur la table basse comme les pièces à conviction d'un crime. Chaque ligne était un clou planté dans le cercueil de mon mariage. Le bruit de la respiration régulière de Stéphane depuis la chambre me paraissait soudain monstrueux. Il dormait paisiblement, sans savoir que le monde qu'il avait construit sur mes efforts et mes illusions était sur le point de s'effondrer. Et que cette fois, je ne serais pas là pour amortir sa chute. Le lendemain matin, je l'ai attendu dans le salon. Je n'avais pas dormi. J'avais passé la nuit à regarder les preuves de sa double vie, la colère grandissant en moi comme une marée noire. Quand il est sorti de la chambre, frais et dispo après sa nuit de sommeil, il a été surpris de me voir là, déjà habillée, assise droite sur le canapé. « Debout sitôt » a-t-il demandé en bâillant. « Tu devrais te reposer,
tu as l'air épuisé. L'ironie de sa remarque m'a presque fait rire. J'ai fait glisser les relevés bancaires sur la table basse. J'aimerais que tu m'expliques ça, Stéphane. Il a froncé les sourcils, s'est approché et a jeté un œil au papier. Son visage a perdu un peu de sa superbe. Il a essayé de bluffer. Ce sont les notes de frais. Je te l'ai dit, je rencontre beaucoup de monde. Ah oui? Ai-je répondu, ma voix glaciale. Tu rencontres aussi beaucoup de monde dans des hôtels spa en Normandie? Et tu leur offres des bijoux? Je lui ai tendu mon téléphone, ouvert sur le profil Instagram de sa maîtresse. Il a blêmi. Le masque est tombé. Pendant une seconde, j'ai vu la panique dans ses yeux. Puis, l'arrogance a repris le dessus. Il s'est redressé et a croisé les bras, adoptant une posture de défi. Et alors? A-t-il craché. Tu croyais quoi? Que j'allais passer ma vie à te regarder poncer des planches? Le choc de ses paroles m'a coupé le souffle. Il ne niait pas. Il ne s'excusait pas. Il m'attaquait. Tu me rends la vie impossible. A-t-il continué, la voix montant d'un cran. Tu es toujours fatiguée, toujours couverte de poussière. Tu sens la térébenthine. Une femme doit soutenir son homme, l'inspirer. Toi, tu me tires vers le bas avec tes problèmes d'argent et tes ambitions de petite artisane. J'ai besoin de quelqu'un qui est à mon niveau, quelqu'un qui comprend le monde dans lequel j'évolue. Le monde dans lequel il évoluait. Un monde financé par la femme qu'il méprisait. La violence de son ingratitude était absolue. Le divorce fut une guerre éclair, brutale. Il a vidé le compte commun avant que j'aie le temps de réagir. Son avocat, un requin en costume, a dépeint le portrait d'une femme acariâtre et sans ambition qui avait freiné l'ascension d'un génie des affaires. Mon avocate, commise d'office, semblait dépassée. J'ai tout perdu. L'appartement, les quelques économies qui restaient, et le peu de dignité qu'il me restait. En larmes, dévastée, j'ai appelé ma mère. Je lui ai tout raconté, la trahison, le vol, les insultes. Je m'attendais à du réconfort, à de la colère contre lui. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un long soupir. Oh, Soline? Les hommes sont comme ça. Il a dû se sentir délaissé. Tu sais, tu travailles tellement. Et puis, il faut savoir pardonner. Un mariage, c'est fait de compromis. Compromis? Il m'avait trompé, volé, et humilié. Et je devais faire des compromis? J'ai raccroché, incapable de répondre. J'ai ensuite appelé Léandre. Mon petit frère. Peut-être que lui, de la même génération, comprendrait. Sa réponse fut encore pire. Franchement, Soline, tu exagères. Stéphane est un type bien, il a de l'ambition. Tu l'as étouffé, c'est tout. Il m'a expliqué. Tu ne le soutenais jamais. Tu devrais peut-être te remettre en question au lieu de l'accabler. Il m'a expliqué. Stéphane l'avait déjà endoctriné. Mon propre frère prenait le parti de l'homme qui venait de détruire ma vie. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le mur de ma famille, ce rempart que je croyais, à tort, inébranlable, venait de s'effondrer sur moi. J'étais seule. Totalement et irrémédiablement seule. Et dans les ruines de ma vie, une certitude a commencé à germer, je ne reconstruirai pas pour eux. Je reconstruirai contre eux. Ma nouvelle vie a commencé dans un studio de 15 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble vétuste. L'unique fenêtre donnait sur une cour intérieure où l'odeur des poubelles stagnait en permanence. Le plafond de la salle de bain était constellé de taches d'humidité, et la nuit, j'entendais les souris gratter dans les cloisons. J'avais réussi à sauver mes outils et quelques vêtements. Tout le reste était parti. Les premières semaines, je fonctionnais en pilote automatique. Je me levais, j'allais à mon atelier que j'avais failli perdre, mais que j'ai pu conserver en négociant un arrangement avec le propriétaire, je travaillais jusqu'à l'épuisement, je rentrais, je mangeais une soupe en sachet et je m'effondrais sur le matelas posé à même le sol. Je ne pleurais plus. J'étais au-delà des larmes. J'étais vide. La solitude était une présence physique, une chape de plomb sur mes épaules. Mes amis, qui étaient surtout des « amis de couple », avaient choisi leur camp,
celui de Stéphane, le séducteur, le sociable. Je n'avais plus de nouvelles. Ma famille m'appelait de temps en temps, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me donner des conseils. Ma mère me suggérait de faire un effort, de me faire belle, de retrouver un homme rapidement. Mon père, lui, était plus pragmatique. Tu devrais peut-être trouver un travail plus stable, Soline. Un poste de vendeuse ou quelque chose comme ça. Il ne comprenait pas. Ou plutôt, il ne voulait pas comprendre. Mon travail était la seule chose qui me restait, la seule encre dans la tempête. Le véritable électrochoc est venu d'Instagram, encore. Un soir, alors que je n'arrivais pas à trouver le sommeil, j'ai machinalement ouvert l'application. Et je l'ai vu. Une photo publiée par Léandre. Lui et Stéphane, bras dessus, bras dessous, dans un bar à cocktail branché. Ils trinquaient à l'objectif, un sourire triomphant aux lèvres. La légende disait, avec le frérot. On célèbre les futurs projets. #business, #ambition, #family. Family. Famille. Ce mot, dans ce contexte, était une insulte. Mon ex-mari et mon frère, célébrant leur avenir, alors que moi, j'étais au fond du trou. J'ai fixé la photo, le visage souriant de Léandre, le regard arrogant de Stéphane. Et le vide en moi a commencé à se remplir. Pas de tristesse. Mais de rage. Une rage pure, froide, et incroyablement puissante. J'ai vu clair pour la première fois. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils s'étaient réjouis de ma chute. Ma détresse validait leur propre vision du monde, un monde où les femmes comme moi, les travailleuses silencieuses, sont faites pour être exploitées puis jetées. Mon échec était la preuve de leur réussite. Ce soir-là, dans ce studio qui sentait le renfermer, j'ai fait un serment. Je ne me suis pas juré de me venger. La vengeance était une émotion trop chaude, trop désordonnée. Non, j'ai fait un serment de construction. Je me suis juré de bâtir une vie si solide, si belle, si indépendante, que leur monde de faux-semblants et de paroles creuses paraîtrait ridicule en comparaison. Je me suis juré de transformer mon talent, qu'ils avaient tant méprisé, en une forteresse inexpugnable. J'ai regardé mes mains, abîmées par le travail. Elles n'étaient pas les mains d'une victime. C'étaient des mains de créatrice. Elles avaient redonné vie à des centaines de meubles. Elles allaient maintenant redonner vie à la mienne. La photo de Léandre et Stéphane est restée gravée dans ma mémoire, non plus comme une source de douleur, mais comme un carburant. Chaque fois que je douterai, chaque fois que je serai fatigué, je repenserai à leur sourire satisfait. Et je continuerai à poncer, à scier, à vernir. Je construirai mon empire, un copeau de bois à la fois. Le lendemain de mon serment, ma routine a changé. L'épuisement a fait place à une énergie féroce, presque maniaque. Je n'étais plus simplement une artisane, j'étais une entrepreneur en mission. Mon atelier est devenu mon quartier général, mon refuge et le laboratoire de ma renaissance. La première chose que j'ai faite a été de cesser de me voir comme une simple réparatrice. Je devais construire une marque. J'ai utilisé le peu d'argent qu'il me restait pour créer un site web professionnel. J'y ai passé des nuits entières. Au lieu de simples photos avant-après, j'ai commencé à raconter des histoires. Chaque meuble avait une biographie. Je faisais des recherches sur son époque, son style, ses anciens propriétaires si possible. La vieille armoire normande n'était plus une simple armoire, elle devenait le témoin silencieux d'un amour de 1789. Mon travail n'était plus de la restauration, c'était de la résurrection de mémoire. Le bouche à oreille, qui avait toujours été bon, a commencé à prendre une nouvelle ampleur. Des décorateurs d'intérieur, des collectionneurs, des passionnés d'histoire ont commencé à me contacter. Mon carnet de commandes, qui avait dangereusement diminué après le divorce, s'est rempli à une vitesse folle. Je travaillais de l'aube jusqu'à tard dans la nuit, mais ce n'était plus le même travail. Chaque heure passée était un investissement dans mon propre avenir, pas dans celui d'un autre. Le tournant décisif fut ma rencontre avec Monsieur Marceau. C'était un antiquaire réputé, un homme d'environ 70 ans avec des yeux vifs qui semblaient pouvoir lire l'âme du bois. Il est arrivé à mon atelier sans prévenir, attiré par un article sur mon site web. Il a inspecté mon travail en silence pendant près d'1 heure, touchant les finitions,
examinant les assemblages, scrutant les détails invisibles pour le commun des mortels. Finalement, il s'est tourné vers moi et a dit, « Mademoiselle, vous n'êtes pas une restauratrice. Vous êtes une poétesse du bois. » Ces quelques mots ont eu plus d'impact sur moi que toutes les louanges que j'aurais pu espérer. Il voyait. Il comprenait. Il m'a alors parlé d'un projet qui semblait démesuré, la restauration complète du mobilier d'un petit château privé dans le Perche, qui allait être transformé en hôtel de luxe. C'était un travail colossal, sur plus d'1 an. Un contrat qui pouvait changer ma vie. C'est un gros risque pour moi, m'a-t-il avoué. Vous êtes jeune, et vous êtes seul. Mais votre travail, il a une âme. Je suis prêt à prendre ce risque. Avant de signer, il m'a donné un conseil crucial. Votre talent est immense, mais vous ne le facturez pas à sa juste valeur. Le prix ne reflète pas seulement le temps passé, mais la compétence, la vision, l'unicité du geste. Ne vous sous-estimez jamais. J'ai suivi son conseil. J'ai doublé mes tarifs pour les nouveaux clients. Personne n'a sourcillé. Le contrat avec Monsieur Marceau m'a donné une stabilité financière que je n'avais jamais connue. Je vivais toujours dans mon studio miteux, je mangeais des pâtes et je ne m'achetais rien. Chaque euro gagné était scrupuleusement placé sur un compte épargne secret, un compte que personne ne connaissait. Je regardais les chiffres grimper, semaine après semaine, et ce n'était pas juste de l'argent. C'étaient des briques. Les briques de ma future forteresse. Pendant ce temps, je n'avais quasiment aucun contact avec ma famille. Ils devaient penser que je tirais le diable par la queue. Et c'était très bien comme ça. Je semais en silence, dans l'ombre, attendant patiemment le jour de la récolte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. Près de 2 ans après le divorce, le chiffre sur mon compte épargne secret avait atteint un niveau qui me paraissait autrefois inimaginable. Le projet du château était presque terminé, et ma réputation dans le milieu était désormais solidement établie. J'avais des commandes pour les 6 prochains mois. Je n'étais plus en mode survie. J'étais en position de force. Je vivais toujours dans mon studio. Le contraste entre la misère de mon quotidien et la richesse de mon compte en banque était presque comique. Mais j'attendais le bon moment, le bon endroit. Je ne voulais pas juste un appartement. Je voulais un lieu qui soit à la fois une maison et un atelier. Un lieu où ma vie personnelle et ma vie professionnelle pourraient enfin coexister en harmonie, sans qu'aucune n'empiète sur l'autre. Un lieu qui serait le symbole de mon indépendance totale. Je l'ai trouvé par hasard, en consultant un site d'annonces immobilières spécialisé. C'était une ancienne magnanerie du XIXe siècle, une bâtisse en pierre de taille avec de grandes fenêtres, située dans un petit village de caractère à 1 heure de la ville. Le corps de logis principal était habitable, bien qu'ayant besoin d'un rafraîchissement, et surtout, il y avait une immense grange attenante avec une charpente magnifique, parfaite pour y installer l'atelier de mes rêves. Le tout était entouré d'un petit jardin clos de murs. C'était plus qu'une maison. C'était un projet de vie. Le prix était élevé, mais grâce à mes 2 années d'épargne draconienne, j'avais un apport conséquent, plus de la moitié de la somme. Le reste devrait être financé par un prêt. Le rendez-vous à la banque fut un moment surréaliste. J'y suis allé en tenue de travail, mes jeans tachés de peinture et mes mains encore marquées par la poussière de bois. Le conseiller bancaire, un jeune homme en costume cravate impeccable, m'a regardé avec un scepticisme à peine voilé. Puis, je lui ai présenté mon dossier. Mon plan d'affaires, mes bilans des 2 dernières années, mes contrats signés, l'attestation de fin de chantier du château avec une lettre de recommandation de Monsieur Marceau. Son expression a changé. Le scepticisme a laissé place à la surprise, puis au respect. Il a regardé les chiffres, les a vérifiés, a tapoté sur sa calculatrice. Il a levé les yeux vers moi, non plus comme si j'étais une pauvre artisane qui rêvait trop grand, mais comme si j'étais une chef d'entreprise. Votre dossier est impressionnant, madame, a-t-il admis. La croissance de votre activité est spectaculaire. Le prêt a été accordé sans difficulté. Quelques semaines plus tard, j'étais dans le bureau du notaire. Le stylo tremblait un peu dans ma main quand j'ai signé l'acte de propriété. En sortant,
le trousseau de vieilles clés en fer forgé pesait lourd dans ma paume. C'était le plus beau poids que j'ai jamais ressenti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié de joie. Je me suis simplement assise dans ma vieille camionnette, face à la porte de ma nouvelle maison, et j'ai ressenti une profonde vague de sérénité. Je ne pensais pas à Stéphane, ni à ma famille. Je pensais à toutes ces heures de travail, à la solitude, au doute. Je pensais à cette femme brisée dans son studio de 15 mètres carrés. Et je lui ai souri. Nous avions réussi. Ce n'était pas une revanche. C'était une renaissance. Et le plus beau, c'est que je ne la devais à personne d'autre qu'à moi-même. Alors que mon monde se construisait, le leur s'effondrait. Les nouvelles me parvenaient par bribes, au travers de connaissances communes qui me parlaient avec une sorte de gêne, comme si elles craignaient ma réaction. Je n'en demandais jamais, mais les gens aiment parler. J'ai d'abord appris pour Stéphane. Sa grande start-up révolutionnaire n'était qu'un château de cartes. Il avait réussi à obtenir quelques petits investissements de départ en vendant du rêve, mais sans produit concret et avec un train de vie de pacha, l'argent avait vite fondu. Il s'est avéré que sa levée de fonds majeure n'avait jamais existé. Il a fait faillite. Sa jeune maîtresse influenceuse, voyant que la source de cadeaux de luxe s'était tarie, l'a quitté sans ménagement, non sans avoir posté quelques stories vagues sur les « hommes qui parlent beaucoup mais ne font rien ». Il était retourné vivre chez sa mère, à 40 ans passés. Puis, ce fut le tour de Léandre. L'emploi de « key account manager » qu'il arborait si fièrement était en réalité un poste précaire dans une entreprise qui a restructuré quelques mois plus tard. Il a été l'un des premiers à être licencié. Lui qui avait toujours méprisé mon travail manuel s'est retrouvé à chercher désespérément un emploi, n'importe lequel. Il avait, paraît-il, investi toutes ses économies dans la fumeuse start-up de Stéphane, persuadé de devenir riche. Il avait tout perdu. Mes parents, qui l'avaient toujours soutenu financièrement, se sont retrouvés dans une situation difficile. Ils avaient puisé dans leur épargne retraite pour aider leur fils prodige à acheter son appartement et à investir. L'appartement était maintenant menacé de saisie. J'écoutais ces histoires avec une étrange distance. Il n'y avait pas de joie mauvaise, pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste le constat froid d'une justice immanente. Ils avaient tout misé sur l'apparence, sur le vent, sur les promesses faciles. Ils avaient méprisé le travail acharné, la patience, la substance. Et leur monde de paillettes s'était effondré, ne laissant que de la poussière. La personne qui m'a raconté la plupart de ces détails était une ancienne voisine de mes parents. Elle a conclu son récit par une phrase qui est restée avec moi, « C'est terrible pour eux. » Surtout que maintenant, ils n'ont plus personne sur qui compter. En raccrochant, j'ai regardé par la fenêtre de mon atelier. Le soleil se couchait sur les collines, et les murs de pierre de ma maison prenaient une teinte orangée. Je n'étais pas personne. J'étais quelqu'un. Quelqu'un qui avait choisi de compter sur elle-même. Et alors que leur bateau coulait, mon ancre, elle, était solidement plantée dans la terre que j'avais achetée avec le fruit de mon propre labeur. Le vent avait tourné, et la tempête qui m'avait presque englouti était maintenant la leur. Le jour où j'ai officiellement emménagé, je n'ai pas fait de grande fête. La célébration fut intime, silencieuse. J'ai passé la journée à déballer mes quelques cartons, à nettoyer, à m'approprier les lieux. Le soir, épuisée mais heureuse, je me suis assise sur les marches du perron, face au jardin où tout était à créer. L'air sentait l'herbe coupée et la pierre humide. C'était l'odeur de la liberté. J'ai pris mon téléphone. Pendant 2 ans, mes réseaux sociaux avaient été en sommeil, ou strictement professionnels. Mais ce soir-là, j'ai ressenti le besoin de marquer le coup. Pas pour les autres, mais pour moi. Pour clore un chapitre. J'ai pris une seule photo. Pas de selfie, pas de pose triomphante. Juste ma main, tenant le lourd trousseau de clés en fer. En arrière-plan, flou mais reconnaissable, la vieille porte en chêne de ma maison. C'était une photo simple, pleine de texture, le métal froid des clés, le grain du bois, la peau de ma main marquée par le travail. J'ai hésité sur la légende. Puis j'ai écrit 3 mots. 3 mots qui résumaient tout. Enfin chez moi. J'ai publié la photo et j'ai posé mon téléphone. Je ne voulais pas regarder les réactions tout de suite. Je voulais savourer l'instant.
Mais je savais que l'onde de choc allait se propager. Dans notre petite ville, les nouvelles vont vite. Une ancienne magnanerie comme celle-ci, personne ne savait qui l'avait achetée. Le secret avait été bien gardé. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai regardé mon téléphone. Il y avait des dizaines de notifications. Des amis perdus de vue qui me félicitaient, des anciens clients qui applaudissaient ma réussite. Et puis, il y avait les messages privés. Un message de ma tante Sidonie, la sœur de ma mère, Soline? C'est bien la maison des Lemaire? Comment as-tu fait? Un message d'une cousine, incroyable. Tu as gagné au loto? L'idée que j'ai pu acheter un tel bien par mon propre travail ne leur effleurait même pas l'esprit. Pour eux, j'étais toujours la petite artisane qui tirait le diable par la queue. Une telle réussite ne pouvait être que le fruit de la chance, ou de l'aide d'un homme. Mais je savais que les personnes les plus importantes avaient aussi vu la photo. Mon frère. Mes parents. Stéphane. Je pouvais imaginer leur réaction. L'incrédulité d'abord. La jalousie, ensuite. Puis, inévitablement, le calcul. La photo n'était pas une simple annonce. C'était un changement de paradigme. La pauvre Soline, la victime, celle qu'on pouvait ignorer et mépriser, n'existait plus. À sa place se tenait une propriétaire, une femme indépendante et prospère. La dynamique du pouvoir venait de basculer de manière spectaculaire. Je n'avais rien dit, rien revendiqué. J'avais simplement montré une clé et une porte. Mais cette simple image avait fait plus de bruit que n'importe quel discours. Elle avait révélé la vérité de ma nouvelle vie, et par contraste, la faillite de la leur. Le silence de ma part était assourdissant. La partie d'échecs venait de changer de dimension, et je sentais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne tentent leur prochain coup. Mais cette fois, je jouais à domicile. 1 semaine. C'est le temps qu'il a fallu. 1 semaine de silence radio de la part de ma famille, 1 semaine que j'ai passée à organiser mon nouvel atelier dans la grange. Le bruit de mes outils résonnait contre la haute charpente, un son joyeux et plein de promesses. J'étais dans ma bulle, heureuse. Et puis, un après-midi, une voiture que je ne connaissais que trop bien s'est garée devant mon portail. La petite citadine de Léandre. Je l'ai vu descendre, l'air hésitant, presque intimidé. Il a regardé la façade de la maison, la grange, le jardin, avec des yeux ronds. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis sortie à sa rencontre. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis restée sur le seuil de l'atelier, les bras croisés. Léandre. Quelle surprise. Il a eu un sourire nerveux. Salut. C'est, grand, chez toi. C'est chez moi, oui. Qu'est-ce que tu veux? Mon ton direct l'a décontenancé. Il a perdu un peu de son assurance. Je passais dans le coin. Je voulais voir, et te féliciter. C'est incroyable, ce que tu as accompli. Je suis restée silencieuse, le laissant s'empêtrer dans ses propres mensonges. Il ne passait pas, dans le coin. Mon village était à 40 kilomètres de chez mes parents. Il a continué, la voix devenant plus plaintive. Les choses ne sont pas faciles en ce moment. J'ai perdu mon boulot. L'appartement, c'est compliqué. Papa et maman s'inquiètent beaucoup. Je n'ai pas bougé d'un cil. Je suis désolée d'apprendre ça. Les mots sont sortis, polis, mais vides de toute émotion. C'est là qu'il a commis son erreur. Il a fait un pas en avant, son regard balayant l'intérieur de la grange, puis se tournant vers la maison principale. Waouh! C'est immense. La chambre là-haut, elle est libre? Elle serait parfaite pour y installer un bureau. Tu sais, pour que je puisse me concentrer sur ma recherche d'emploi. De toute façon, maintenant que tu es installé, tu devrais aider un peu la famille, non? C'est normal. Il ne demandait pas. Il ne suppliait pas. Il affirmait. Dans son esprit, il était déjà en train de s'installer. Il considérait mon succès non pas comme le mien, mais comme une ressource familiale à laquelle il avait un droit naturel. L'ancien dynamique était de retour, mes efforts devaient servir à combler ses échecs. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai pas vu mon petit frère. J'ai vu un étranger. Un homme pétri d'un sentiment de droit, incapable de voir la poutre dans son œil.
Non, Léandre, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme une lame de ciseau à bois. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est d'assumer les conséquences de ses choix. Tu as choisi ton camp il y a 2 ans. Maintenant, tu dois vivre avec. Son visage s'est décomposé, passant de l'expectative à l'incrédulité, puis à la colère. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton frère. Un frère ne se réjouit pas du malheur de sa sœur, ai-je répondu. La discussion est terminée. Je lui ai tourné le dos et je suis rentré dans mon atelier, refermant la lourde porte en bois derrière moi. Je l'ai entendu crier mon nom, frapper à la porte. Je suis resté là, le dos appuyé contre le bois, écoutant le son de sa défaite. Il n'était pas un invité. Il était un intrus. Et ma maison avait des murs solides. Si la visite de Léandre était prévisible, celle de Stéphane fut un choc. Il est arrivé 2 jours plus tard, à la tombée de la nuit. J'étais dans la cuisine, en train de me préparer un dîner simple, quand j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. Pas le coup de poing rageur de mon frère, mais 3 coups discrets, presque timides. Prudente, j'ai regardé par la fenêtre. Sa silhouette se découpait dans la lumière du crépuscule. Il avait l'air diminué. Son costume autrefois impeccable était froissé. Ses épaules, d'habitude si droites, étaient voûtées. J'ai ouvert la porte, la laissant juste entr'ouverte. « Qu'est-ce que tu fais là, Stéphane ?» Il a levé les yeux vers moi. J'ai vu des cernes, une fatigue que je ne lui avais jamais connue. « Soline. Je suis désolée de te déranger. Je peux entrer 2 minutes ? S'il te plaît. » Sa voix, habituellement si assurée, était brisée. Contre mon meilleur jugement, une part de moi, une vieille habitude, a cédé. J'ai ouvert la porte et l'ai laissé entrer dans le vestibule. Il est resté là, mal à l'aise, regardant autour de lui avec une admiration non dissimulée. « C'est magnifique. C'est tout toi. » J'ai croisé les bras, attendant. « J'ai tout perdu, Soline, a-t-il murmuré, sans me regarder. L'entreprise, l'argent, elle est partie. Il n'a même pas eu besoin de prononcer son nom. J'ai été un idiot. Un imbécile arrogant. J'avais tout, et je l'ai gâché. Il a enfin osé me regarder dans les yeux. Ils étaient humides. C'est toi que j'aurais dû écouter. C'est ton travail, ta force, qui était la vraie valeur. Pas mes foutaises. Je le vois maintenant. Il a fait un pas vers moi. Je pense à nous tous les jours. À ce qu'on avait. C'était réel, non ? On pourrait peut-être. C'est là que je l'ai arrêté. Parce que pendant une fraction de seconde, la pitié que je ressentais a failli me faire vaciller. Mais j'ai vu clair dans son jeu. Ce n'était pas du remords. C'était du désespoir. Il ne regrettait pas de m'avoir perdu, il regrettait d'avoir perdu son confort, son filet de sécurité. Il a tenté de prendre ma main. Je me souviens de l'odeur de la cire dans tes cheveux, a-t-il dit d'une voix rauque. Ça me manque. J'ai reculé d'un pas. Mon cœur était calme, mon esprit limpide. Stéphane, lui ai-je dit, et ma voix ne tremblait pas. L'odeur que tu sens maintenant, c'est celle de mon indépendance. Et elle n'est pas à vendre. Tu devrais partir. Il a vu dans mon regard qu'il n'y avait aucune place pour la négociation. La Soline qu'il avait connue, celle qui pardonnait tout, n'était plus là. Il a hoché la tête, vaincu. Je comprends, a-t-il dit. Prends soin de toi. Je l'ai regardé partir, sa silhouette disparaissant dans la nuit. En fermant la porte, j'ai senti un soulagement immense. Le dernier fantôme de mon passé venait d'être exorcisé. Il n'était plus le monstre qui hantait mes nuits. Il n'était plus qu'un homme brisé, un souvenir triste d'une vie qui n'était plus la mienne. Le bouquet final. Ils sont venus tous les deux, mon père et ma mère. Un dimanche après-midi, comme pour recréer une parodie macabre de nos anciens dîners de famille. Ils ne sont pas entrés. Ils sont restés sur le perron, comme un tribunal improvisé. Ma mère pleurait déjà. Mon père avait le visage fermé, les mâchoires serrées. Comment peux-tu être si cruel, a commencé ma mère, sans même un bonjour. Rejeter ton frère, humilier ton ancien mari. Et maintenant, tu nous ignores, nous, tes propres parents. Je n'ai rejeté personne,
ai-je répondu calmement. J'ai simplement refusé de me laisser envahir. Ce n'est pas la même chose. Mon père a fait un pas en avant. Sa voix était dure, menaçante. Tu as de l'argent, maintenant. Tu as de la place. Ton frère est dans le besoin. La famille, c'est fait pour s'entraider. C'est ton devoir. Mon devoir. Ce mot a résonné en moi. Mon devoir avait été de payer leurs factures en silence. Mon devoir avait été de supporter les humiliations. Mon devoir avait été de m'effacer pour que mon frère puisse briller. Et où était votre devoir, à vous? Ai-je demandé, ma voix montant d'un cran pour la première fois. Où était votre devoir de parent quand votre fille s'est fait tromper, voler, et jeter à la rue? Où était votre soutien quand j'en avais besoin? Ce n'était pas pareil. S'est écriée ma mère. Tu es forte, toi. Tu as toujours su te débrouiller. Léandre, il est plus fragile. La voilà, la vérité. Leur vérité. Ma force était ma malédiction. Parce que j'étais capable de survivre, on s'autorisait à m'abandonner. Parce que mon frère était fragile, on lui donnait tout. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que je ne pourrais jamais gagner. Je ne pourrais jamais être assez bien, assez méritante à leurs yeux. Et j'ai compris que je n'en avais plus besoin. Je les ai regardés, ma mère en larmes, mon père rouge de colère. Et je n'ai plus ressenti de tristesse. Juste une sorte de paix étrange. La paix de l'acceptation. Pendant des années, ai-je dit, et ma voix était redevenue calme, presque douce. J'ai cru que si je travaillais plus dur, si j'étais plus gentille, plus compréhensive, un jour, vous me verriez vraiment. Moi, Soline. Pas juste la grande sœur, la solution de secours, le plan B. Mais j'avais tort. J'ai fait une pause, les laissant absorber mes mots. Vous ne m'avez jamais vraiment vu. Vous n'avez vu qu'un outil. Un filet de sécurité pour les erreurs de Léandre. La différence, maintenant, c'est que moi aussi, j'ai enfin vu la vérité. Et je ne peux pas vous donner quelque chose que je n'ai jamais reçu de vous, la priorité. J'ai lentement refermé la porte sur leur visage stupéfait. Leurs appels, leurs coups à la porte, ne m'atteignaient plus. J'étais de l'autre côté du mur. Un mur que j'avais construit, certes, mais qu'ils avaient eux-mêmes cimenté, année après année, avec leur indifférence et leur partialité. La rupture était consommée. C'était douloureux, mais c'était nécessaire. C'était le prix de ma liberté. Je suis resté longtemps le dos contre la porte, écoutant le silence qui s'installait peu à peu. Le son de leur voiture qui démarrait, le bruit du moteur qui s'éloignait jusqu'à disparaître. Et puis, plus rien. Juste le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le salon et les battements réguliers de mon propre cœur. Ce n'était pas le silence de la solitude. C'était le silence de la paix. Une paix chèrement acquise. Je suis allé dans mon atelier. La lumière du soir filtrait par les hautes fenêtres, créant des puits de poussière dorée qui dansaient dans l'air. Sur mon établi, un nouveau projet m'attendait. Un vieux berceau en noyer, abîmé par le temps, mais dont les sculptures délicates témoignaient d'un amour ancien. Je l'avais trouvé chez un brocanteur. Il n'était pour aucun client. Il était pour moi. J'ai passé ma main sur le bois usé. Je n'allais pas seulement le restaurer. J'allais lui donner une nouvelle vie. C'était le symbole de tout. Un nouveau départ. Une promesse d'avenir. Le cycle de la création qui continue, même après la destruction. Je me suis mise au travail. Le geste familier de mes outils dans mes mains était rassurant. Le copeau de bois qui se formait sous mon rabot était parfait. Chaque action était une affirmation. Je suis là. Je crée. J'existe. Par moi-même. Aujourd'hui, ma maison est remplie de lumière et de l'odeur du bois. Mon entreprise prospère. J'ai de vrais amis, des gens qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur apporter. Je suis en paix. Ma famille a essayé de me recontacter, par le biais de cousins éloignés, de vieilles tantes. Ils disent que j'ai détruit notre famille. Que l'argent m'a changé. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que je n'ai fait qu'arrêter de laisser ma famille me détruire. Alors je vous pose la question. Pour protéger ma paix,
Pour préserver ce que j'ai construit de mes propres mains, j'ai dû couper les ponts. En faisant cela, suis-je devenue une mauvaise personne ?